Alors LFCO, c'est le laboratoire qui nous accueille. Donc vous êtes chargé de recherche au CNRS. Votre laboratoire de rattachement est l'UMR 5319 Passage. Vos recherches portent sur l'évolution des représentations de l'espace à travers l'analyse critique des nouvelles modalités de production, d'utilisation, de diffusion de l'information géographique numérique. Vous vous intéressez en particulier au lien entre la fabrique et la circulation des cartes, qu'elles soient institutionnelles, commerciales, participatives ou radicales, les différentes formes d'appropriation de l'espace et les rapports de pouvoir qui sont associés. Vos travaux s'inscrivent dans l'émergence d'un courant de recherche autour des Critical Data Studies qui visent à décrypter les contextes de production, d'analyse, de diffusion et d'usage des données qui circulent sur les infrastructures web pour en révéler les enjeux sociopolitiques, en particulier en matière de gouvernance informationnelle du territoire. J'invente rien, je reprends votre texte. Vous êtes docteur et sciences de l'École Polytechnique fédérale de Lausanne. Alors on se demandait quel était votre cursus précédent, mais vous avez peut-être pu répondre. Oui, justement, j'avais prévu en introduction de vous expliquer pourquoi je m'étais lancé dans la recherche. Donc ça fera le pont. Le titre de votre mémoire, c'est « La donnée géographique aux frontières des organisations, approche socio-cognitive et systémique de son appropriation ». J'en ai résumé ici pour ceux qui sont intéressés. Vous êtes lauréat du prix de la thèse du GDR Magis de Toulouse. Vous avez participé à de nombreux programmes de recherche. Les derniers que j'ai pu regarder, c'est notamment en 2015-2017 sur l'analyse de la circulation de l'information géographique dans les dispositifs de sciences citoyennes. En 2014, de 2014 à 2017, vous avez participé aussi à une analyse des pratiques et des contributeurs à OpenStreetMap. Ça va intéresser certaines doctorants. Vous avez participé à des jurys de thèse. Vous êtes aussi, vous avez des activités d'enseignement en cours et en séminaire. Et puis vous avez une activité importante d'animation de la recherche. C'est pareil. Et puis vous avez écrit notamment un petit livre qu'on a commandé mais qu'on n'a encore pas réussi à tenir, les petites cartes du web, notamment. Vous avez aussi dirigé des revues, et puis toute une série d'articles assez passionnants, de co-écriture de divers articles. Qu'est-ce que je peux dire de vous d'autre Ah oui, il y a ça là, c'est observer, visualiser, analyser l'information géographique numérique. C'est une plateforme d'observation dont vous êtes le coordonnateur. Oui, l'animateur. L'animateur qui a vocation à s'ouvrir progressivement à d'autres projets et groupes de recherche, notamment dans le cadre des travaux du groupe de recherche Magis. Voilà. C'est en fait une plateforme de sciences ouvertes. L'idée, c'était de pouvoir diffuser nos travaux, pas simplement sous la forme d'articles, mais en mettant à disposition des corpus, les données, et puis quelques visualisations dynamiques. Par exemple, pour OpenStreetMap, si ça en intéresse certains, on a mis en ligne les données, les résultats, et en fait, ce qui nous a intéressé, c'est que ça faisait partie de notre protocole de recherche, puisque les données ont été réutilisées par les contributeurs eux-mêmes, qui sont tous des geeks incroyables, et qui donc du coup ont fait des analyses plus poussées que ce que nous on faisait suite aux enquêtes qu'on a pu mener auprès d'eux. Voilà, et ça nous intéressait aussi de voir comment eux s'appropriaient les données de la recherche. Voilà, donc c'est une plateforme qui permet comme ça de diffuser, de valoriser un peu les recherches. Voilà. Ça nous intéresse aussi à notre titre, avec un de mes collègues qui parle aujourd'hui. On a travaillé sur plusieurs années, on continue à travailler sur la question des communs, et donc des communs numériques qui sont au cœur de ces processus de fabrication, co-fabrication et diffusion. Alors, je crois que je vais dire un mot sur OpenStreetMap, mais ça sera très court, du coup on pourra peut-être en parler un peu plus dans la discussion si vous voulez, puisque l'enquête qu'on a menée visait à caractériser, il y a beaucoup de travaux de géographes sur OpenStreetMap, mais beaucoup dans une approche très outil-données, centrée sur la qualité des données. Donc on va comparer les bases de l'IGN, les bases d'OpenStreetMap et vérifier la qualité des données, l'exhaustivité, etc.
Mais finalement, on en sait assez peu sur le profil des contributeurs. Donc nous, ce qui nous a intéressé, c'est de voir qui sont les contributeurs d'OpenStreetMap, qu'on qualifie un peu rapidement de cartographes amateurs avec tout le dédain qui va derrière, et puis, mais dont on ne sait pas finalement forcément précisément quel est le profil. Et on a essayé de regarder quelles étaient leurs pratiques de contribution. Parce qu'il y a aussi tout un discours sur OpenStreetMap, c'est le terrain, c'est des gens qui sont les pieds dans le terrain, alors que les scientifiques ou les institutionnels cartographient à distance. Donc on a voulu un peu casser ces idées reçues, et puis regarder aussi quelles étaient leurs motivations. Pourquoi est-ce qu'on contribue à OSM sans forcément orienter les questions. Et là, on a vu effectivement émerger je dirais ce terme des communs, parce que quand on demande ensuite dans le détail c'est quoi un commun immatériel, c'est quoi un commun numérique, et au-delà des grands discours, qu'est-ce que vous mettez derrière, là on s'aperçoit qu'il y a des appropriations très différenciées du terme, et que c'est devenu aussi une sorte de label, parfois un peu creux. Voilà. Et donc on a mis en évidence, notamment dans les motivations, qu'il y avait des motivations très différentes derrière ce même projet OpenStreetMap, qui étaient parfois même assez divergentes. Et donc tout ça nous interroge quand on essaye de regarder quelles sont les intentionnalités qu'il y a derrière un tel projet. Voilà, donc on pourra y revenir un peu plus dans le détail. Je crois que je l'évoque, mais ça doit être très très rapide dans l'exposé. Vous voulez qu'on baisse un peu la lumière ou ça va aller là? Ouais, si vous voulez. Comme, c'est là. Est-ce qu'on en enlève 20 au moins, si on peut? Ouais. Voilà. Comme ça va? Comme ça. Très bien. Ouais, parfait, voilà. Voilà, bah, donc bonjour à tous à nouveau. Merci pour l'invitation. Je suis effectivement ravi d'être parmi vous, puisque l'année dernière, suite à la greffe perlée de la SNCF, on était tombé à plusieurs reprises sur les mauvais jours. Et donc je vais avoir un exposé qui va être peut-être à cheval entre le cycle de séminaire que vous avez organisé l'année dernière et celui que vous organisez cette année. Voilà, donc je vais essayer de jongler à la fois entre données, cartes, cartographie numérique, cartographie critique et puis objectivité. L'objectivité, c'est pas un mot que j'utilise moi dans mes travaux, mais finalement à l'invitation de votre groupe, je me suis un peu plongé dans le bouquin là, de Gallison et d'Aston, et puis j'ai lu quelques éléments et ça fait vraiment écho à tout un tas de travaux et d'ancrage théorique que j'ai plutôt moi dans le domaine de la cartographie critique. Et donc du coup j'ai vraiment assez facilement fait les ponts. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez à la fin. Alors avant de rentrer dans l'exposé, voilà, ce que je vous proposais, c'était simplement rapidement de vous montrer ma trajectoire personnelle pour essayer de vous faire comprendre un peu d'où je parle, puisque moi j'ai une formation, donc avant le PFL qu'on évoquait, j'ai une formation de géographe. J'ai fait géographie, une formation assez classique, standard à l'université en France. Et puis je suis parti ensuite au Canada, à l'université Laval à Québec, me spécialiser dans le domaine de la géomatique, mélange de géographie et d'informatique. Alors pourquoi le Canada? Parce que c'est un des pays pionniers dans le domaine de la géomatique, et vous trouvez au Canada des facs de géomatique comme on a ici des facs de lettres ou des facs de maths. Voilà. Donc j'étais dans un cursus vraiment de géomatique, et j'ai été formé donc à devenir un producteur de cartes. Et je suis parti un peu la fleur au fusil, occuper mon premier poste de cartographe. À l'époque, on parlait d'ingénieur en système d'information géographique pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en ayant été formé sur les derniers outils, et puis en ayant une approche très positiviste de l'idée que plus on aurait de données, plus on serait précis, plus on aurait des données en temps réel, plus on montrait des systèmes exhaustifs et plus on faciliterait l'aide à la décision, puisque on nous vendait en permanence la géomatique comme l'outil par excellence d'aide à la décision. Et là, j'ai été confronté finalement à la réalité du terrain. Alors ça peut paraître très naïf ce que je disais, mais je vous assure qu'en suivant un cursus, on va dire niveau master aujourd'hui en France à l'université et ensuite en allant au Canada, j'avais une vision effectivement très naïve des outils. Et donc ma mission en Nouvelle-Calédonie, c'était de travailler pour le gouvernement, le Haut Commissariat à la République et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, puisque c'est ni un DOM ni un TOM, c'est ce que Chirac avait appelé un POM, un pays d'outre-mer. Et donc il y a un espèce de conseil régional qui s'appelle en fait un gouvernement avec des ministères. Et donc ma mission, c'était de mettre en place le système d'information géographique, SIG, ça vous parle tous, voilà, pour mettre en code, on pourrait dire, le cadastre coutumier.
Parce qu'en Nouvelle-Calédonie, vous avez toute une partie du territoire qui a un cadastre comme en métropole, et puis toute une autre partie qui n'est pas couverte par le cadastre, et où on a ce qu'on appelle les aires coutumières qui sont occupées par les communautés kanak. Et donc on voulait, ma fiche de poste, c'était de monter vraiment conceptuellement le système, et puis ensuite de l'alimenter par tout un tas de données. Et j'ai eu l'étrange idée de vouloir aller faire un peu de terrain et d'aller voir concrètement comment ça allait se passer. J'ai eu toute une série de refus que je ne comprenais pas, puisque vu par la direction, en fait, moi j'avais besoin juste d'un ordinateur et puis je devais pouvoir dérouler le système. Et puis finalement, à force d'insister, j'ai pu aller sur le terrain, et en arrivant dans deux communautés kanak assez différentes, dans deux territoires différents, province des îles et puis province nord, j'ai été accueilli par des coups de chevrotine tirés en l'air. Et on m'annonçait concrètement que j'étais pas le bienvenu. Alors c'était pas moi qui n'étais pas le bienvenu, c'était plutôt le projet. Bon, je vous passe la suite. J'ai démissionné, je suis retourné voir un peu ces communautés kanak. Et en fait, j'ai pris conscience que par la technique, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie essayait de faire passer des choses qui n'avaient pas été négociées politiquement. Il y a une assemblée coutumière en Nouvelle-Calédonie, le projet était en débat au sein de cette assemblée coutumière, il y avait des vrais blocages, et en fait la stratégie du gouvernement c'était de se dire on va faire l'administration par la preuve, donc on va développer un instrument, et par la technique on va montrer tous les bienfaits du système qu'on souhaite leur proposer. Or dans la culture kanak, c'est pas franchement comme ça qu'on procède. Voilà, mais tout ça je vous le dis très simplement et en 2 minutes, ça m'a pris 6 mois à comprendre, parce que j'arrivais effectivement en ayant l'impression que avec les outils on allait aller pouvoir très très loin. Donc finalement, je suis resté quand même un petit peu là-bas, j'ai réorienté mes missions. Et deuxième anecdote, et puis j'arrêterai là avec les anecdotes, 6 mois après, le WWF, donc ONG de protection de l'environnement, m'appelle et me demande une carte des bassins versants de Nouvelle-Calédonie. Donc je regarde dans le catalogue officiel du gouvernement, je me rends compte qu'il n'y a pas de carte des bassins versants, il y a plein de choses, mais il n'y a pas encore la cartographie des bassins versants. Je fais le tour de l'administration, des différents ministères, et je me rends compte à ce moment-là qu'il y a 2 cartes qui coexistent et qui sont utilisées par tout un tas de personnes. Une produite par une direction, alors on va dire l'équivalent d'une direction de l'écologie de l'environnement, par un naturaliste de formation, et l'autre produite par un forestier dans une direction de l'agriculture. Je compare les cartes, elles ne se superposent pas, il n'y a pas un bassin versant qui est le même, donc on se met autour de la table et puis là aussi assez naïvement je me dis on va réussir à sortir la carte officielle des bassins versants calédoniens. Et puis des mois et des mois de palabres, ce qui est le sport national aussi là-bas, pour arriver finalement au constat d'un échec cuisant, on est dans l'incapacité de se mettre d'accord. Et là aussi, rétrospectivement, en analysant la situation, on se rend compte qu'on a passé énormément de temps à parler de la technique, on n'a pas les mêmes outils, pas les mêmes formats, pas les mêmes algorithmes. Mais en fait, derrière ça, il y a 2 acteurs qui ont des positions très différentes, qui ont d'abord des cultures métiers très différentes, donc des façons de penser le territoire, et donc derrière ça, des définitions de la notion même de bassin versant qui diffèrent, qui sont dans des directions qui s'opposent en permanence dans le gouvernement. Donc il n'y a aucune volonté aussi de leur direction de faciliter les choses, et puis qui sont même dans des cultures très différentes, un caldoche d'un côté, un métropolitain de l'autre, et donc une perception du territoire calédonien assez différente. Le métropolitain, c'est le forestier ? Le métropolitain, non, c'est plutôt l'écolo. Voilà. Et donc on est voilà, et donc je prends conscience finalement à ce moment-là à la fois de l'impact des outils, et je me dis que finalement ce qui m'intéresse c'est plutôt que d'être un producteur de cartes, d'être un observateur, à la fois de la façon dont on fabrique des cartes et de la façon dont on les utilise. Et c'est ce qui me conduit du coup à rentrer en métropole et puis à me lancer dans une thèse que je vais faire en Suisse à Lausanne, à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, parce que quand je lance ma thèse, donc c'est 2005, et là en géographie, c'est assez compliqué, en ayant l'approche que j'avais envie d'avoir, de trouver un directeur de thèse de trouver un enseignant avec une habilitation, parce qu'on a beaucoup de profs capables d'encadrer des thèses en géographie géomatique, mais qui vont être vraiment dans du développement de l'outil. On va chercher de nouvelles méthodes à améliorer les outils, la sémiologie ou autre. Donc côté, on pourrait par exemple penser à l'ENSG, à l'IGN, au laboratoire de recherche, où on a beaucoup de profs qui sont très critiques vis-à-vis des outils, mais qui en fait n'ont jamais mis les mains dans le cambouis et ne savent pas comment les outils fonctionnent. C'est-à-dire qu'ils sont restés à une critique très théorique de la carte et pas franchement des systèmes d'information géographique, de la géomatique et de la façon dont ça fonctionne. Alors c'est plus le cas aujourd'hui. J'avais identifié moi tout un tas de collègues mais qui n'avaient pas d'HDR à l'époque.
Et donc, c'est ce qui m'explique que je suis parti à l'EPFL, où il y a un laboratoire qui s'appelle le LASIG, Laboratoire des systèmes d'information géographique, associé au COROS, que vous connaissez peut-être, qui était l'ancien laboratoire de Jacques Lévy, et où là, on est à la fois dans la technique et puis dans une dimension un peu, une prise de recul un peu critique par rapport à l'outil. Voilà, pour vous expliquer un peu d'où je parle. Je suis rentré donc au CNRS en 2011, vous l'avez dit, à l'UMR Passage à Bordeaux, alors qui est sous la tutelle à la fois donc, du CNRS, de l'Université Bordeaux-Montaigne et de l'Université de Bordeaux, de l'Université de Pau, et puis également de l'ENSAP, de l'École nationale d'architecture et du paysage. Donc j'ai l'occasion de côtoyer des doctorants en architecture, voilà, mais c'est très ponctuel et on fait tout le temps le constat qu'on a vraiment des points de convergence et de discussions intéressantes à développer, mais qu'on n'a pas les mêmes référents théoriques. Et puis on est pris chacun finalement dans nos disciplines et donc on ne va pas beaucoup plus loin. Mais bon, 2-3 fois par an, je participe à des séminaires de cette équipe. Et dans cette équipe, il y a peut-être que vous connaissez Philippe Volozine sur le son, qui vient d'arriver, qui est chercheur CNRS, qui était de Rennes, voilà, qui travaille sur les ambiances sonores. Mais je n'ai pas tout compris de ce qu'il faisait, mais bon. Il y a du son, il y a de l'espace. Voilà. Je ne le connais pas personnellement, mais je connais son travail. Ses travaux, d'accord. Voilà. Voilà, donc mes travaux, là, depuis que je suis au CNRS, ils portent, vous l'avez dit, sur la dimension politique et sociale des usages de la cartographie et des technologies de l'information géographique. Et moi, je m'intéresse en particulier à ce que j'ai appelé, donc effectivement, dans le petit livre sorti l'année dernière, les petites cartes du web. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir comment... en dehors des zones les plus couvertes en données cartographiques, par exemple de ce que certains appellent les hotspots informationnels, comment, loin donc des grands centres d'expertise en géomatique, on a tout un tas d'acteurs qui aujourd'hui mobilisent les outils numériques pour représenter leur territoire ou se représenter eux-mêmes sur leur territoire. L'idée, c'est d'essayer de comprendre, au-delà des discours sur les smart cities, sur le déluge de données, etc., d'essayer de voir comment tous ces dispositifs de géographie numérique qui sont beaucoup plus simples d'accès qu'il y a quelques années, participent à une forme d'empowerment numérique, mais en ayant un regard relativement critique par rapport aussi à tous ces discours qui nous disent qu'il y a une démocratisation de la cartographie, que tout le monde sera en capacité de produire des cartes et de rentrer dans le débat public avec les cartes. Voilà. L'idée, c'est de regarder concrètement ce qui se fait en termes de production cartographique alternative aux productions dominantes. Et en ce moment, je concentre beaucoup mon attention sur le plateau des Guyanes. Donc, j'utiliserai quelques études de cas issues de travaux que je mène dans cette marge territoriale qui, à bien des égards, peut être considérée comme une marge cartographique. Je vous invite, pour vous en convaincre, à simplement aller sur le géoportail de l'IGN et à regarder l'état des cartes de la France et puis de regarder en comparaison ce qu'on trouve en Guyane. C'est vraiment le parent pauvre. Même si l'IGN a une obligation de service public qui normalement l'oblige à produire des référentiels homogènes sur tout le territoire, la Guyane est vraiment une terre complètement délaissée en cartographie comme dans d'autres domaines. Et pour autant, il y a une vraie dynamique cartographique là-bas, notamment par les acteurs locaux. Voilà, donc pour mener ces recherches, moi j'inscris tous ces travaux dans un courant que les anglo-saxons ont appelé la cartographie critique. Donc c'est un courant qui a émergé dans les années 70-80 et qui visait à analyser le contexte sociopolitique et les processus sociaux par lesquels les cartes sont produites et mobilisées, ainsi que les intérêts, souvent implicites, qui se cachent derrière les cartes. Brian Hurley, dont je vous reparlerai tout à l'heure, est l'un des pères fondateurs de ce courant de recherche, et il a notamment appelé à déconstruire la carte, en particulier en adoptant une posture critique vis-à-vis de ses prétentions à l'objectivité. La cartographie entretient en effet des relations particulières avec la notion d'objectivité scientifique, puisque depuis à peu près le XVIIIe siècle, la cartographie s'est imposée comme une sorte de modèle de scientificité, incarnant la pointe de ce qui se ferait en matière de mesure de précision. Et donc cette idée d'objectivité cartographique, elle se poursuivra ensuite tout au long du XIXe, lorsque la discipline se liera bien davantage au domaine militaire, et elle est de mon point de vue encore perceptible aujourd'hui avec la révolution numérique. L'un des points communs donc, entre toutes ces époques, c'est finalement la persévérance d'un certain idéal cartographique qui considère qu'une approche scientifique de la réalité doit être détachée de toute subjectivité et donc dans une large mesure indépendante de tout facteur humain.
Donc c'est pour ça que j'ai appelé ma présentation l'effacement de l'individu comme condition de l'objectivité cartographique. Il me semble que des cartes de Cassini aux traces numériques, qui sont aujourd'hui les sources sur lesquelles tout le monde s'excite un petit peu pour produire des cartes dans le domaine de la recherche, on observe ce mouvement d'effacement progressif de l'individu qui montrerait la crédibilité, l'objectivité de la carte. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de naviguer un petit peu entre ces différents éléments. D'abord, peut-être de revenir sur quelques éléments autour de la cartographie critique, sauf si c'est des éléments que vous avez déjà traités par ailleurs. Voilà. Donc voilà, moi, mon idée, c'était plutôt de revenir sur quelques fondements théoriques autour de la cartographie critique, et puis ensuite, d'essayer de s'interroger sur ce que change le numérique face à tous ces dispositifs, et puis de mobiliser la Guyane comme un exemple pour venir illustrer tout ça un peu plus concrètement. Donc, ce n'est pas un cours sur la cartographie critique, je n'aurais pas cette ambition en si peu de temps. Pour vous donner une idée, l'Université de Genève a un cours sur la cartographie critique pour les licences, l'équivalent des licences 3e année, c'est 32 heures de cours. Donc, c'est bien un domaine à part entière. Et on va du coup nécessairement faire un certain nombre de raccourcis. Alors, pour commencer, on peut rappeler donc que l'histoire de la cartographie a pendant très longtemps été marquée par des grands récits qui vont associer d'un côté exploration de mondes inconnus et de l'autre côté prouesse technologique. Les grands référentiels cartographiques d'aujourd'hui qui font autorité sont souvent issus d'aventures humaines et technologiques qui ont été comptées dans bon nombre d'ouvrages. Alors là, je vous ai mis un livre paru en 2004, L'aventure cartographique de Jean Lefort, qui expose l'histoire des concepts et des outils mathématiques de la cartographie, comme, je le cite, une aventure humaine, celle des savants et des explorateurs, de leurs rêves aux péripéties de leur voyage, de leur vision du monde à la mise au point de leur instrument. Donc ces grands récits cartographiques ont construit finalement l'histoire de la discipline et ont pu faire naître un certain nombre de vocations. Alors l'histoire récente de la cartographie, elle est aujourd'hui beaucoup moins liée bien sûr aux récits liés à des grandes explorations ou des grandes expéditions, mais elle reste encore profondément marquée par les progrès technologiques qui façonnent sa conception. Ainsi, les innovations technologiques et sociales réalisées depuis la Renaissance, on peut penser aux relevés topographiques, aux instruments de mesure, aux systèmes de projection cartographique, au développement de l'imprimerie, renforcées ces dernières années par l'introduction de la géomatique, à travers l'utilisation de l'imagerie satellite, des systèmes d'information géographique, le développement des drones, l'utilisation des systèmes GPS. Donc tous ces développements ont pu conduire à considérer la cartographie comme une discipline scientifique en progression constante. Elle ne serait, nous disent alors certains auteurs dont Jean Lefort, que le produit d'une géographie formelle, une objectivation de l'espace, de ses limites et de ses propriétés. Ainsi, par l'application de modèles scientifiques normalisés, elle viserait à produire des représentations toujours plus précises de la réalité et donc un savoir considéré comme neutre. Neutre, ce terme revient en permanence quand vous discutez avec des contributeurs d'OpenStreetMap. Ce qu'on cartographie, c'est le visible, c'est neutre. Notre carte est juste, c'est la réalité. Donc dans cette perspective, la carte se doit d'être une image objective du terrain et le cartographe peut se prévaloir d'une indépendance vis-à-vis de son commanditaire. Alors comme le relève Henri Desbois, je vais beaucoup m'appuyer sur sa référence et je vous invite à lire cet article si ça vous intéresse. L'œil et la toise, variation autour de la notion d'objectivité cartographique, qui a mené toute une réflexion plutôt historique sur cette question d'objectivité cartographique. Et donc, comme il le relève donc dans ce texte assez récent, il nous dit « Il n'est d'ailleurs pas exagéré d'affirmer que les grands travaux cartographiques du XVIIIe ont joué un rôle dans la formation d'un certain idéal de ce que pouvait être une approche scientifique de la réalité, détachée de toute subjectivité et indépendante de tout facteur humain. » Ainsi, si Galison et Deston, dans leur ouvrage « Objectivité », proposent d'observer l'émergence de la notion d'objectivité scientifique au XIXe à travers donc l'élaboration des atlas des spécimens, en particulier végétaux, minéraux et anatomiques, on peut relever qu'en fait les atlas cartographiques, dès le XVIIIe siècle, ont un statut bien spécifique qui, finalement, au même titre que les encyclopédies, ont contribué à former un certain idéal de scientificité qui préfigure l'idéal d'objectivité. Donc là, je vous ai mis deux citations. Julien Béziac, qui travaille en art plastique, qui est enseignant-chercheur en art plastique à Bordeaux, qui a fait tout un ouvrage aussi que je vous recommande, qui s'appelle « La carte à l'œuvre », et qui évoque notamment les atlas, en nous disant qu'avec leur succession raisonnée de cartes, les atlas ambitionnent de faire remonter un savoir total dans l'espace d'un livre.
Et puis cette citation, on peut la prolonger par l'ouvrage de Christian Jacob, L'Empire des cartes, paru en 1996, qui nous dit « L'Atlas vise une autre forme de complétude que la map-monde. La multiplication des cartes en fait le lieu d'archivage du savoir géographique d'une époque. Tout atlas est une somme. » Donc, comme le souligne Henri Desbois, les ambitions de la cartographie et des atlas ont été un des grands enjeux scientifiques du XVIIIe siècle, comme en témoigne par exemple l'aventure de la carte de Cassini. Alors la carte de Cassini, très rapidement, c'est une carte qui a été réalisée donc au XVIIIe siècle, à une échelle qui correspond aujourd'hui au 1,86 400e, qui a été réalisée par 4 générations de Cassini, donc par la famille Cassini. On dit carte de Cassini, mais on devrait dire la carte des Cassini. Et c'est notamment César-François Cassini, Cassini III, et Jean-Dominique Cassini, Cassini IV, qui ont finalisé l'ouvrage. Cette carte constituait pour l'époque donc une véritable innovation, avec tout un tas de techniques nouvelles qui ont été intégrées, notamment au niveau de la géodésie, avec l'usage de triangulation, qui était à l'époque une véritable innovation. Il y a eu par ailleurs tout un tas de controverses techniques sur des questions relatives à la longitude, à la forme de la Terre, à la façon dont on pouvait prendre en compte un certain nombre d'objets, qui font que finalement, cette aventure de la carte de Cassini, elle plaçait la cartographie, ou plus généralement la géographie, au XVIIIe siècle, à la pointe des sciences. En d'autres termes, la géographie est un élément important de ce qui définit la science au XVIIIe siècle et de ce qui préfigurera l'objectivité scientifique, terme qui, comme le souligne Galison, n'est apparu qu'au XIXe siècle. Alors la carte de Cassini, la carte en général, mais la carte de Cassini en particulier, est envisagée alors comme une représentation complètement indépendante du sujet individuel qui la fabrique, même si l'usage a consacré l'appellation carte de Cassini. C'est en fait une œuvre collective, mais qui, en toute rigueur, ne devrait s'exprimer ni la personnalité des dessinateurs, ni celle des graveurs, ni celle des topographes. Le processus de production est supposé assurer une neutralité de la carte, et la précision des mesures est garante de l'exactitude et de la neutralité de cette carte, comme l'illustre cette citation donc, de Jean-Dominique Cassini, qui nous dit « On ne peut refuser à la France l'honneur d'avoir opéré une grande réforme dans la géographie, d'en avoir fait une science toute nouvelle en lui associant la géométrie et l'astronomie d'une manière aussi intime. Avant cette association, sur quelle base s'appuyaient les géographes? Sur des oui-dire, sur des souvenirs et des dessins ou sur des journaux de voyage, rarement d'accord entre eux. Si les récits de voyageurs sont sujets quelquefois à être dictés par la jactance, l'ignorance a parfois aussi tracé leurs itinéraires. » Voilà, donc c'est donc bien finalement derrière cette carte à une forme d'éthique scientifique particulière, c'est donc une forme d'éthique scientifique particulière qu'on voit s'ébaucher progressivement et qui préconise, tant que possible, le retrait du jugement individuel. Il y a eu par exemple un certain nombre de critiques de la carte de Cassini. Il y a eu par exemple des critiques assez vives par rapport aux arpenteurs bretons, qui ont produit un rendu un peu particulier et pas forcément conforme à ce qui était imaginé, mais à chaque fois on soulignait que c'était lié à un paysage très très différent et absolument pas à la personnalité des cartographes qu'il pouvait y avoir derrière. Donc il y a bien cette idée d'un effacement de l'individu pour aller produire des cartes objectives, neutres et donc conformes à la réalité. Alors cette vision de la cartographie, elle est bien sûr très caricaturale, cette idée que cartographier c'est mesurer et que le dessin ne serait que la traduction graphique de mesures. Et les postulats positivistes de la carte comme représentation neutre précise du territoire ont été largement remis en cause depuis la fin des années 70. En prenant notamment de la distance à l'égard des approches fonctionnalistes et en privilégiant leur portée cognitive, les sciences sociales ont permis de repenser les cartes comme des formes de savoir socialement construits, subjectifs et idéologiques. Donc cette rupture épistémologique au sein de la discipline, elle a été portée notamment, je vous le disais en introduction, par Brian Hurley, qui dans un texte fondateur paru en 1989 dans la revue Cartographica, que vous trouvez en libre accès sur Internet, Déconstruire les cartes, propose une approche originale et engageante de l'étude de la cartographie. Ces travaux donc visent à contester la vision scientifique supposément neutre selon laquelle la carte ne serait le fruit que d'une progression constante et cumulative pour valoriser une représentation idéalisée de la réalité.
Il invite ainsi les chercheurs à pénétrer sous la surface des cartes pour dévoiler leurs intentions cachées, leurs silences et leurs secrets. Et donc Harley invite à concevoir les cartes non comme des miroirs de la nature, mais plutôt comme des textes culturels dont la rhétorique peut être analysée en s'inspirant des déconstructions proposées par Derrida et en y associant les écrits de Foucault sur les relations savoir-pouvoir. C'est quelle date le bouquin là? C'est, alors en fait c'est un article de la revue Cartographica, c'est 89. 89, donc 2 ans avant sa mort. Voilà, alors vous avez aussi donc le Cartographica, c'est une revue canadienne, l'article est en anglais et on le trouve sur un site obscur sur internet, mais assez facilement en le trouvant, mais vous avez aussi un livre consacré à Brian Harley qui a été dirigé par Antoine Bailly et Peter Gould et qui traduit ce texte en français, qui traduit d'autres articles en français et avec une préface importante aussi de Bailly et de Gould sur les travaux d'Harley. Je crois que c'est Harley et le pouvoir des cartes, le nom de cet ouvrage-là en français. Alors pour faire court sur les travaux d'Harley, parce qu'on pourrait vraiment s'y attarder, et puis il n'y a pas, bien sûr pas que Brian Harley, hein, et puis il y a même eu des gens avant lui, mais bon, par simplicité, on va retenir cet acte fondateur à travers cette tactique. Pour résumer un petit peu son approche, on peut dire qu'il y a finalement, Harley distingue en fait 2 types de pouvoir des cartes. Il nous dit donc qu'il faut distinguer le pouvoir externe et le pouvoir interne des cartes. Alors le pouvoir externe de la carte, ce serait le pouvoir du cartographe et de son commanditaire, qui vont finalement être les seuls à faire des choix sur ce qui va être montré ou caché, sur ce qui va être nommé ou non, sur la sémiologie graphique des objets, sur la façon dont on va discrétiser des données, sur les systèmes de projection qu'on va choisir, etc. Et donc Harley et ses successeurs, on peut penser notamment à Dennis Wood ou Jeremy Crompton, nous invitent à analyser l'intentionnalité cartographique et à déconstruire donc son caractère fondamentalement rhétorique. Et puis, à côté du pouvoir externe, Harley nous parle du pouvoir interne qui relève quant à lui de l'impact des représentations cartographiques sur la pensée des acteurs qui les utilisent. Ainsi, non seulement les cartes ne sont pas neutres, mais en plus elles agissent sur le changement social en véhiculant des catégories particulières d'analyse du monde. Voilà. Et donc il y a beaucoup de travaux derrière dans le domaine de la cartographie critique qui chercheront à travailler sur ces questions d'intentionnalité ou de performativité cartographique. Alors face au développement de la géographie numérique, Harley, qui est décédé donc en 91, a peu travaillé sur ce qui se passait, mais il sentait bien, notamment aux États-Unis, une certaine effervescence autour des systèmes d'information géographique, de ce qu'on appelait à l'époque les méthodes assistées par ordinateur, et il était assez méfiant, considérant, je le cite, que ces méthodes assistées par ordinateur rendent la rhétorique scientiste des cartographes encore plus marquée. À ses yeux, l'accélération du progrès technologique ne ferait en effet que renforcer l'hypothèse positiviste qui voulait que la carte soit capable d'atteindre la perfection et devienne un moyen privilégié d'accès à la réalité. Et selon lui, les cartographes continuaient de travailler en portant donc des œillères créées par leur propre technologie, sans aucune référence au monde social. Alors, ce qu'Harley a notamment assez peu étudié, c'est la place grandissante qu'a occupée et qu'occupe encore dans la cartographie l'utilisation de l'imagerie satellite. Puisque donc après la carte de Cassini, alors là je fais vraiment des très grands bonds en avant, l'idée c'est pas de faire une histoire de la cartographie, mais on peut simplement relever qu'il y a eu quand même la carte est rentrée dans le giron des militaires, puisque l'Institut géographique national a été créé en France simplement dans les années 1940 en remplacement du service géographique de l'armée. Et une des grandes innovations qui a été portée par les militaires, c'est notamment d'intégrer progressivement et de façon ensuite systématique l'usage de la vue aérienne dans la production cartographique. Donc au départ de photographie aérienne dans un premier temps pour faire de l'acquisition de données, puis ensuite très rapidement les militaires ont investi l'imagerie satellite, et puis cette imagerie qui servait à construire les cartes est petit à petit devenue aussi un support privilégié pour restituer sous une forme graphique les cartes. Et il est frappant aujourd'hui de voir à quel point on a recours aux images satellites. Alors on peut citer par exemple Google Earth, mais il suffit de regarder ce qu'on voit à la télévision quand on souhaite nous présenter des cartes de localisation pour se rendre compte qu'on utilise pratiquement à chaque fois de l'imagerie satellite en carte de fond.
Alors la profusion donc, de cette image satellite comme un des modes dominants de représentation du monde est aujourd'hui d'autant plus difficile à contester qu'il simule, bien plus que la carte, l'ubiquité d'un regard omniscient, perpétuellement braqué sur une terre sans nuages et toujours en plein jour. Ainsi, l'autorité cartographique n'est plus affirmée comme avant par la mise en avant des méthodes, des techniques et des fondements mathématiques, mais par un effacement peut-être encore plus marqué que du temps de Cassini de toute intervention humaine. Puisque au temps de la carte topographique, on voyait apparaître, ce que souligne aussi Henri Desbois, tout un tas d'éléments dans la mise en page cartographique avec les grilles, les chiffres, les repères géodésiques, où en fait on cherchait à exhiber une instrumentation intellectuelle et mathématique qui avait pour objectif finalement de servir cette idée qu'on était face à un outil extrêmement technique et finalement pas derrière une production, la production d'un individu. Aujourd'hui, on assiste à un changement de rhétorique avec la place grandissante de cette photographie, et c'est finalement l'autorité de l'image et non celle du calcul qu'on cherche à mettre en avant et qui conduit encore une fois à un effacement de l'individu pour renforcer cette idée d'objectivité cartographique. En ce sens, on peut dire que le régime d'objectivité de ces nouvelles formes de production cartographique est bien dans la lignée, il me semble, de ce que évoque Gallison quand il observe les atlas scientifiques du 19e, les atlas des spécimens. Alors si Brian Earley n'a pas beaucoup travaillé sur le numérique, il y a quand même eu tout un tas de recherches qui se sont prolongées et tout un courant de recherche qui aux États-Unis est qualifié de Critical GIS, donc ce qu'on pourrait appeler en français de SIG critique. Donc c'est cette idée qu'on va essayer de regarder comment les systèmes d'information géographique aujourd'hui et la géomatique de façon plus générale se développent en essayant d'avoir une prise de recul critique par rapport au développement de ces dispositifs. Et donc, autour des années 90 et début des années 2000, on a assisté à une montée en puissance des questionnements sur les implications sociales de ces technologies. Il y a eu notamment 2 manifestations majeures qui sont venues lancer les débats entre les promoteurs des SIG et les pourfendeurs des SIG. Au sein des géographes américains, il y avait en fait, au début des années 90, une très grande controverse pour savoir s'il fallait que la géographie aille vers la géomatique ou pas. Certains considérant que c'était l'arme du pouvoir, que c'était un outil qui ne devait pas rentrer dans le giron de la géographie universitaire et que c'était finalement les industriels qui étaient en train de se mobiliser sur le développement de ces outils, et d'autres voyant au contraire des grandes possibilités en termes d'emploi, par exemple, pour les géographes qui étaient formés dans les universités. Donc il y a une manifestation qui est un peu aussi un élément marquant là, dans le domaine, c'est la manifestation de Friday Harbor qui s'est tenue en 1993, qui a été organisée par Michael Goodchild, qui était à l'époque donc directeur du NCGIA, le National Center for Geographic Information and Analysis, et qui a réuni donc une trentaine d'universitaires, essentiellement des Américains, pour essayer de réfléchir aux impacts et aux enjeux d'un renouvellement de la critique de la cartographie à l'ère du numérique et à l'ère des systèmes d'information géographique. Alors ce document il est en ligne aussi et je vous invite, si ça vous intéresse, à aller le voir parce qu'en fait il a débouché 3 ans après sur une autre conférence qui a fait ce qu'ils ont appelé une action de recherche. Ils ont identifié en fait 8 ou 9 actions de recherche. C'est en fait des grands axes de recherche qui devraient se développer au niveau de la géomatique. Et ces grands axes de recherche qui devraient se développer au niveau de la géomatique ont conduit ensuite derrière à des financements de tout un tas de programmes de recherche et à des choses qu'on voit peut-être simplement aujourd'hui apparaître progressivement dans les logiciels SIG. Un seul exemple, c'est l'introduction du flou dans les représentations cartographiques. Les systèmes d'information géographique, jusqu'à il y a peu de temps, ne savaient pas faire. On était dans des points, des lignes, des polygones. Et puis, il y a eu tout un tas de débats pour essayer de montrer que la question de l'incertitude, du flou, elle devait pouvoir aussi être appréhendée par ces systèmes. Et il y avait une réflexion à mener sur une évolution de la sémiologie graphique et de l'implémentation de la sémiologie graphique dans ces outils. Les premières réflexions, elles sont nées de 93, de Friday Harbor et ensuite de South-Haven. Et les développements, on les retrouve encore aujourd'hui quand on regarde les nouvelles versions, par exemple des logiciels qui sortent, je pense au logiciel Esri, on voit des choses qui sont issues de ces travaux qui ont pourtant plus de 20 ans.
Alors, plus de 20 ans après ce fameux meeting de Friday Harbor, les approches critiques des systèmes d'information géographique restent quand même extrêmement minoritaires par rapport à l'ensemble de la géographie numérique universitaire. La réflexion élaborée pendant la controverse sur les SIG connaît pourtant une actualité renouvelée, puisque la combinaison des techniques de géolocalisation et de l'Internet a complètement transformé la place des techniques géomatiques dans la vie quotidienne, avec ce que certains appellent la révolution géospatiale. J'ai pas prévu, on pourra en discuter un peu plus, moi, de rentrer dans le détail de cette révolution géospatiale. On pourra en discuter tout à l'heure si vous le voulez. Et puis, je vous invite aussi à aller voir ce web documentaire. C'est 4 épisodes de 10 minutes qui sont en libre accès sur Internet. C'est sponsorisé par Esri, premier revendeur de logiciels SIG au monde. Donc, nous, on fait regarder ça aux étudiants. Puis après, on a une séance de débriefing avec une petite analyse critique du discours qui est tenu. Mais ça a l'intérêt quand même de vous montrer vraiment l'intrusion de la géolocalisation dans tous les objets du quotidien et de vous montrer tout un tas de secteurs d'application de ces techniques géomatiques, aussi bien dans le domaine humanitaire, dans le domaine des études de prospective territoriale, dans le domaine de la logistique, dans le domaine des assurances. Voilà. Ça brasse tout un tas de domaines et c'est donc 4 épisodes de 10 minutes produits par l'université de Penn State. Voilà, alors malgré donc l'identification de ces forts enjeux de société, avec le développement de cette géolocalisation dans les objets du quotidien et puis une forme de démocratisation de la production cartographique, on se rend compte que la diffusion et la dilution de l'information géographique dans tout un tas de composants informatiques dont l'origine est totalement extérieure au monde de la géomatique, et le manque d'intérêt aussi des géographes pour ce qu'on peut appeler les outils grand public, conduit aujourd'hui à une marginalisation des approches critiques. Pour la petite anecdote, moi quand je suis arrivé au laboratoire à Bordeaux, donc quand vous candidatez au CNRS, c'est un concours national et il faut présenter un projet. Donc moi mon projet c'était justement d'adopter une analyse un peu critique de tous ces outils dits grand public. Et j'ai un collègue assez jeune et assez technophile qui est venu me voir en me disant mais c'est pas sérieux, tu es en train de légitimer des outils qui échappent complètement aux géographes. La carte, c'est l'outil par excellence des géographes. Il faut que nous, en tant que scientifiques, on fasse la promotion des cartes scientifiques très rigoureuses, très propres, et on ne peut pas utiliser ces outils grand public. Alors je lui ai expliqué que je ne les utilisais pas, que je les analysais, mais même les analyser, pour lui, c'était les légitimer. Or, je vous le montrerai tout à l'heure, moi, il me semble que c'est essentiel que la géographie, mais que globalement, la sphère scientifique et les universitaires s'intéressent à ces outils qui produisent énormément de représentations du monde qui sont, me semble-t-il, intéressantes à analyser. Alors donc ce mouvement de dilution de l'information géographique dans tout un tas de sphères et au-delà de la géographie a conduit à ce que note Michael Goodchild en 2014, une marginalisation des approches critiques au sein de la recherche, et puis marginalisation qu'on peut peut-être expliquer par la dernière citation d'Henri Desbois dans un article qu'il a publié dans la revue Sociaux, où il explique que, en fait, une des difficultés, c'est que la rhétorique des globes virtuels et de tous ces objets là qu'on appelle parfois néo-géographiques, elle se déchiffre aussi de façon beaucoup plus délicate que celle de la carte papier. Quand Brian Harley réalise un certain nombre d'études en matière de cartographie critique, il va regarder des instituts de cartographie, des collections de cartes qui sont terminées, qui sont figées, avec des cartes papier, il va analyser le cartouche, interroger 3-4 personnes, et c'est réglé. Quand vous êtes face à OpenStreetMap, vous êtes face à potentiellement 4 millions de contributeurs, en France 300 personnes extrêmement actives, une base de données qui effectivement a une restitution cartographique mais qui peut être utilisée dans tout un tas d'autres contextes, et puis surtout une donnée qui est malléable, que les gens prennent, bricolent et puis rediffusent. Donc vous êtes face à un dispositif cartographique peut-être un peu plus complexe que ce que les cartographes critiques étudiaient dans les années 90, ce qui explique aussi la difficulté de la tâche et peut-être la marginalisation des approches critiques. Alors donc moi, c'est pour essayer de proposer une remise au centre des débats scientifiques d'une approche critique de cette cartographie numérique grand public, entre guillemets, que j'ai publié donc en mars dernier un petit livre aux éditions de la Rue d'Ulm, préfacé par Gilles Palski, où j'essaye d'y défendre l'importance de prendre au sérieux toute cette myriade de cartes qui nous inondent aujourd'hui sur Internet. Alors, donc j'ai appelé ça les petites cartes du web en opposition à ce qu'on pourrait appeler les grands référentiels cartographiques d'autrefois.
Autant l'IGN ou un certain nombre d'institutions produisent des grandes cartes, des grands référentiels, et puis face à ces grands référentiels, à ce que Desrosières appellerait des étalons de référence, on a tout un tas de petites cartes qui émergent, issues de communautés subalternes, de gens qui étaient jusque-là plus ou moins invisibilisés, mais qui produisent tout de même des représentations qui circulent sur le web. Alors ça me semble important à prendre en considération, d'une part parce qu'il me semble que toutes ces petites cartes qui circulent sur le web, elles modèlent nos représentations mentales des territoires. Autant, sinon plus, qu'ont pu le faire à l'époque les cartes accrochées au mur ou la carte au 25 millième des randonnées familiales. Moi j'ai l'impression que la façon dont j'ai construit ma représentation mentale du monde, elle est très très liée à ces cartes qui maintenant valent une fortune en brocante, mais qui étaient accrochées au mur de la classe. Et puis aux cartes que mes parents dépliaient pendant les randos, cartes au 25 millième. Aujourd'hui, j'ai 2 garçons là qui sont à l'école primaire, je m'en sers un peu de cobaye, et très clairement, quand on parle de cartes, eux, c'est Google Earth. Quand on part voyager, ils vont d'abord faire un voyage virtuel à travers Google Earth, et c'est vraiment leur représentation mentale du monde aujourd'hui me semble être bien plus construite autour de ça, plutôt qu'autour des belles cartes qu'on leur met partout sur les murs de la maison, mais qui ne regardent jamais. Donc voilà, il y a de mon point de vue déjà un enjeu à se dire, on est quand même inondé derrière toute cette iconographie et il ne faut pas se dire que l'environnement cartographique du coup n'a pas changé. Et puis d'autre part, on peut souligner aussi que ces cartes, elles sont désormais pleinement inscrites dans l'espace médiatique public et qu'elles participent au débat public et qu'il y a des enjeux politiques derrière ces cartes. Toutes ces petites cartes du web, elles ne remplacent pas la production institutionnelle. Il y a bien encore un IGN qui produit des cartes et des cartes au 25 millième ou autres, mais elles viennent quand même compléter, concurrencer et parfois même s'opposer à la cartographie institutionnelle. Il y a le mois prochain à Limoges un grand colloque par exemple sur la contre-cartographie, le counter mapping. C'est tout un champ de recherche qui est un champ très très ancien parce que des projets de contre-cartographie, il y en a beaucoup, mais qui se développe beaucoup aujourd'hui avec l'utilisation du numérique et l'encapacitation, l'empowerment que permettrait le numérique par rapport à ces contre-cartographies. Alors là, je vous ai mis 2 exemples récents qui vous montrent voilà, la place de ces petites cartes du web dans l'espace médiatique. Alors, le premier exemple, il est tiré d'un article que vous trouvez en ligne du New York Times qui est paru cet été et qui explique comment dans Google Maps, il y a eu toute une stratégie de marketing territorial pour que des salariés de Google introduisent des toponymes qui n'existaient pas, c'est-à-dire que ce n'est ni des toponymes officiels ni des toponymes d'usage, dans un quartier de San Francisco. Et comment ces toponymes se sont retrouvés matériellement dans l'espace public, c'est-à-dire qu'il y a eu des panneaux, il y a eu des affiches, et comment tout un quartier qui voulait redorer son image a été complètement rebaptisé, alors virtuellement à travers Google Maps et ensuite très concrètement sur le terrain. Et l'article montre que tout ça est bien sûr loin d'être neutre et qu'il y avait toute une stratégie de marketing territorial puisque c'était un quartier qui était en cours de renouvellement urbain avec toute une zone commerciale qui était en cours de création et qui avait plutôt une mauvaise réputation auparavant. Le deuxième exemple, c'est OpenStreetMap, où là je vous renvoie vers un article aussi en ligne de la revue MapMonde qui montre comment dans OpenStreetMap, il y a un certain nombre de ce qu'on pourrait appeler des espèces de cyber-guerres cartographiques. Par exemple, entre la Russie et l'Ukraine, autour de la ligne de démarcation du côté du Donbass, où on voit finalement la ligne qui représente la frontière bouger toutes les nuits, hein, en fonction de quel est le dernier qui va mettre le trait. Et donc OSM, face à ces conflits, a adopté, et c'est le seul dispositif cartographique à l'adopter, le choix de ne plus représenter la frontière par une ligne mais par un polygone, en indiquant que c'était une zone contestée et puis en ayant toute une réflexion sur la façon dont on délimitait ce polygone. Voilà, donc je ne rentre pas plus dans le détail, je vous invite à lire ces 2 articles. L'idée c'est simplement de vous montrer à travers 2 cas emblématiques, l'un issu d'une grosse multinationale qui investit massivement dans la géolocalisation et l'autre issu d'une communauté, d'un projet, d'une communauté libre avec tout un tas de cartographes individuels, vous montrer à ces 2 extrémités de l'échelle comment aujourd'hui on assiste à tout un jeu de dérégulation cartographique. Alors ces dérégulations cartographiques, elles étaient vraiment regardées de haut au début des années 2000, voire même en 2005 par les autorités publiques. J'ai fait toute une série d'entretiens auprès de l'IGN ou d'autres, considérant que c'était finalement pas du tout leur domaine, OpenStreetMap comme Google Maps, et que c'était pas des choses très sérieuses. Et puis on se rend compte que petit à petit, ça bouleverse un petit peu le paysage.
Et la meilleure preuve me semble être ce rapport parlementaire qui est paru cet été, donc d'une députée, députée de la Loire, et qui s'appelle « Les données géographiques souveraines ». Et il est assez marquant de parcourir les rapports d'activité de l'IGN depuis 4 ou 5 ans et de se rendre compte que le mot souveraineté revient en permanence alors qu'il n'était jamais mis en avant précédemment. Aujourd'hui, l'IGN se dit clairement être le garant de la souveraineté cartographique de la France. Donc on voit qu'il y a un certain nombre d'enjeux politiques derrière l'apparition de ces petites cartes du web là, qui émergent. Et une fois de plus, il me semble qu'on peut relever que ces évolutions cartographiques encouragent une forme d'effacement de l'individu, effacement qui accompagne donc tout un discours positiviste sur l'objectivité de ces cartes. Alors, je vais vous en donner deux exemples. Le premier exemple, c'est OpenStreetMap. Donc, vous connaissez OpenStreetMap, du coup, je ne vais pas représenter le projet. On peut dire simplement qu'il est né en 2004, il y a une vraie croissance en 2007 et en France en 2009. Et la France est un des pays qui contribue le plus avec l'Allemagne et les États-Unis. Et alors, donc, par rapport au statut de l'individu dans OpenStreetMap, moi, ce que je relève, c'est qu'en fait, il y a un discours dans OpenStreetMap qui, ce que je vous disais tout à l'heure, valorise beaucoup la communauté des contributeurs. On est membre d'une communauté, il y a un dynamisme des membres, on se réunit, on organise des mapping parties, donc des moments collectifs où on va cartographier le territoire, des moments où on va arpenter le territoire. Et puis il y a également un rejet massif de tous les traitements automatisés. On nous dit non, nous on est les petites fourmis qui arpentent le territoire et qui cartographient le territoire. Et c'est pour ça qu'on est bien plus performant que l'IGN, parce que jamais l'IGN réussira à mettre 150 personnes sur une agglomération pour pouvoir alimenter et mettre à jour sa carte. Et donc il y a une sorte d'opposition qui est faite dans les discours entre une géographie, et qu'on a bien connue en géographie, entre une géographie de plein air, la géographie de ceux qui arpenteraient le terrain, et une géographie de cabinet, la géographie des experts cartographes qui finalement se contenteraient de faire des traitements à distance très très éloignés. Alors les études qu'on a pu mener nous montrent déjà que tous ces discours peuvent être très largement déconstruits. D'abord, si vous regardez en termes de volume de données, la très grande majorité des données d'OpenStreetMap provient de données qui sont importées, de bases de données qui sont en open data et qui proviennent d'organismes institutionnels. Et puis, le nombre de contributeurs d'OpenStreetMap est aussi très discutable, puisque dans OSM, on a la parfaite loi du 99.1 que vous connaissez peut-être, qui est la loi de la participation sur Internet. On retrouve ça dans les forums, on retrouve ça sur Wikipédia, on retrouve ça dans tout un tas de domaines. C'est que quand vous avez 100 contributeurs dans un système collaboratif, vous en avez en fait 90 qui ne contribuent pratiquement pas, 9 qui contribuent de temps en temps et 1% qui contribuent énormément. Et dans OpenStreetMap, on est vraiment dans ce format-là. Moi, j'ai fait le travail d'analyser les contributeurs sur Bordeaux, alors sur l'agglomération de Bordeaux, sur Bordeaux Métropole, et il y avait 350 contributeurs inscrits sur Bordeaux Métropole. Donc effectivement, quand les contributeurs vont à des réunions publiques avec Bordeaux Métropole ou avec l'IGN, ils mettent ça sur la table et ils montrent leur force de frappe. Quand on regarde concrètement, on se rend compte qu'en fait, on a 10% des contributeurs, donc ça fait 35 contributeurs, qui produisent à eux seuls 90% de la base. Et puis quand je vous dis 35 contributeurs, c'est faux, puisqu'en fait c'est 35 comptes, puisque quand vous êtes dans OSM, vous avez un compte, un pseudo, et très souvent les gros contributeurs ont plusieurs pseudos. Donc ce n'est pas 35 personnes physiques, c'est bien moins que ça, qui contribuent dans ces dispositifs. Voilà, malgré tout, il y a cette mise en avant de l'individu comme source première de la donnée. Alors il y a eu beaucoup de critiques d'OpenStreetMap, notamment par la sphère institutionnelle qui, après l'avoir pris de hausse, s'est quand même un petit peu inquiété de la concurrence que pouvait lui faire le projet. Et les critiques ont été beaucoup sur cette idée que en fait, c'était toute une myriade d'individus qu'on ne connaissait pas très bien et qui produisaient du coup un contenu extrêmement hétérogène. Et puis que par conséquent, on ne pouvait pas avoir confiance dans la donnée. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir derrière les réponses qui, là, vont totalement effacer l'individu. Ce qu'on met en avant, c'est le collectif, l'automodération, c'est véritablement le nombre, la masse qui est, pour les contributeurs d'OpenStreetMap, le garant de l'objectivité. Donc c'est finalement deux choses qui reviennent toujours dans les discours, c'est on cartographie ce qu'on voit, donc c'est juste, et en plus on est nombreux, donc c'est objectif, on est à la fois exhaustif et objectif. Alors quand on leur dit vous cartographiez les limites administratives, est-ce qu'on peut considérer qu'on les voit les limites administratives? Ah bon, voilà.
il y a un peu plus de débat. Puis quand on voit la dynamique du projet, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont en train de rentrer dans OSM qui ne sont plus dans le domaine du visible et qui posent des problèmes par rapport à la rhétorique des promoteurs du projet pour aller finalement justifier le périmètre de leur cartographie. Voilà, mais donc c'est assez impressionnant de voir ce retour d'un discours très positiviste de ces néocartographes qui n'ont rien d'amateur, puisque l'analyse qu'on a pu faire aussi a bien montré qu'on était avec des gens qui étaient d'abord surdiplômés par rapport à la moyenne nationale, très largement, la moitié des 300 contributeurs très actifs en France ont un niveau Bac plus 5 ou plus, et puis très proches du milieu de la cartographie, soit ayant fait des études de géographie ou d'informatique ou ayant mêlé les deux, soit travaillant à l'IGN le jour et cartographiant dans OpenStreetMap la nuit. Voilà. Donc, on peut... C'est pas tout le temps le cas, mais on a ces profils-là. On a aussi beaucoup de profils. On a ces profils-là, mais on a des gens qui travaillent, franchement, ils font plein d'autres choses et qui se réunissent le soir pour faire ça. Ouais, alors... Moi, j'ai déjà fait et ouais. je connais des contributeurs actifs et c'est pas ni des cartographes, ni des géomaticiens, Alors, on a étudié, nous, les 300 contributeurs d'OSM et tous les chiffres montrent que c'est vraiment le noyau dur. Il y a plein d'autres cartographes. Par exemple, ce qu'on n'a pas étudié, c'est, et c'est des contributeurs, mais qui sont très ponctuels, c'est par exemple les professeurs des écoles. Il y a plein d'instituts qui, dans le cadre de leurs cours, utilisent OpenStreetMap parce que c'est effectivement un outil qui rentre bien dans le programme scolaire, mais ce n'est pas des gens qui sont actifs dans la communauté, qui vont aller au rendez-vous, qui orientent le projet. Là, c'est vraiment les 300. On a présenté les résultats devant la communauté OpenStreetMap. On a les données qui sont disponibles aussi, et je peux vous garantir qu'on est très loin de l'image de l'amateur complètement déconnecté de la carte. On a aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est un profil de gens qui sont très proches du milieu de la cartographie parce que ce sont des amateurs de cartes. Et donc vous avez beaucoup de gens qui sont des sportifs, qui font des sports de loisirs, ou alors qui sont des gens qui collectionnent depuis tout petit les atlas. Et donc voilà, on ne peut pas dire que ces gens-là sont éloignés de l'objet carte, et ils en ont une certaine proximité. Après, c'est une nébuleuse, et nous on s'est vraiment concentré sur les 300 plus importants contributeurs, mais encore une fois, le ratio de 99-1 s'applique assez bien, et donc moi il me semble important de regarder le 1% pour comprendre ce qu'on a dans la base de données. Alors, le deuxième exemple que je voulais vous donner là sur ces évolutions technologiques, c'est relatif aux traces numériques. Alors, aujourd'hui, il y a tout un tas de projets de recherche en géomatique qui s'intéressent au potentiel heuristique des traces numériques pour essayer de comprendre les mobilités, les pulsations urbaines, les pratiques spatiales des habitants. Puisqu'avec le développement donc, de la géolocalisation, on a accès finalement maintenant à tout un tas de données géographiques assez inédites, tant au niveau du volume, de la quantité en données, qu'au niveau de leur granularité. Et donc là, on a mené par exemple un travail avec une étudiante en géographie de l'Université Bordeaux-Montaigne sur les traces des livreurs à vélo. Donc les livreurs, la Uber Food, Stuart, Deliveroo, qu'on voit passer à toute vitesse dans les rues. Et l'idée, c'était de travailler sur la notion de cyclabilité, parce que Bordeaux s'enorgueillit d'être très bien classé au niveau de tout un tas de classements européens en matière de cyclabilité.